Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois d'octobre. 3 experts du groupe Revue Fiduciaire des rédactions juridiques et fiscales vont se succéder à mes côtés et c'est Sylvie de Roumfort de la rédaction juridique qui ouvre ce numéro avec un point sur l'actualité en droit des sociétés. Bonjour Sylvie. Bonjour Marianne. Alors Sylvie, vous nous proposez aujourd'hui de faire un point sur l'actualité en droit des sociétés. On s'intéresse plus précisément à 2 ordonnances publiées cet été et qui viennent modifier l'information à la charge des sociétés commerciales. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui va changer pour ces sociétés, Sylvie ? Alors pour commencer, il faut dire que nous ne parlerons que des sociétés non cotées. Pour ce qui concerne les sociétés cotées, on renvoie nos auditeurs à nos publications, le feuillet RF comptable. Alors, il y a eu une réorganisation de l'information avec ces textes. Il y a 4 choses à retenir. La première, c'est qu'il y a la création d'un nouveau rapport du gouvernement d'entreprise qui correspond grosso modo en fait, à ce qui existait auparavant uniquement pour les sociétés cotées, c'est-à-dire le rapport du président sur le contrôle interne. Donc ce nouveau rapport, on en parlera plus loin, sur le gouvernement d'entreprise est applicable maintenant à toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, cotées ou non. Alors la deuxième chose, c'est que du coup, le rapport de gestion se trouve allégé de toutes les mentions qu'on va trouver dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise. La troisième chose, c'est au bénéfice des petites entreprises. Leur rapport de gestion est allégé de façon importante. Et puis, dernier point, les très grandes entreprises devront établir une déclaration de performance extra-financière qui remplace l'information qu'elles devaient donner à leurs actionnaires en matière de responsabilité sociale et environnementale. Très bien. Est-ce qu'on sait quand ces dispositions vont entrer en vigueur ? Oui, alors les entreprises devront tenir compte de tous ces changements l'année prochaine, c'est-à-dire pour leurs rapports qui seront diffusés en mai-juin 2018 si elles clôturent au 31 décembre, ce qui leur laisse le temps de s'adapter et de préparer toutes ces informations. On commence par le rapport de gestion. Le contenu du rapport de gestion des SA, des SCA, des SARL et des SNC relatifs à l'exercice 2017 est donc modifié, simplifié en fait, peut-on dire ? Oui, clarifié même, parce qu'en fait, ce rapport de gestion 2018 va être recentré sur les questions relatives à la marche des affaires de l'entreprise et au risque. Donc exit toutes les informations relatives aux organes de direction, d'administration, aux mandataires qu'on retrouve dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, uniquement donc pour les sociétés anonymes. D'accord. Les petites entreprises qui, rappelons-le, ne dépassent pas 2 des 3 critères suivants lors de leur dernier exercice comptable, à savoir 4 millions d'euros pour le total du bilan, 8 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 50 salariés employés au cours de l'exercice. Ces petites entreprises donc bénéficient d'un allègement important de leur rapport de gestion. Oui, elles bénéficient donc de cet allègement. Le rapport devra exposer uniquement la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date de son établissement. Donc, n'auront plus à y mentionner un certain nombre d'informations, je vous les énumère assez rapidement. On a les activités de la société en matière de recherche et de développement, les succursales, les indicateurs clés de performance de nature non financière qui ont trait à l'activité spécifique de la société et notamment les informations relatives aux questions d'environnement et de personnel, les indications sur les objectifs et la politique de la société concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, les informations sur son exposition au risque de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie, et puis enfin les indications qui sont relatives à l'utilisation par l'entreprise d'instruments financiers. Alors il ne faut pas oublier, donc à la suite de cet allègement du rapport des petites entreprises, que les EURL et les SASU dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence n'ont pas à établir ce rapport. Autre mesure, le rapport du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance joint au rapport de gestion des SA cotées est supprimé pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017. Il est remplacé par un rapport sur le gouvernement d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, il faut préciser que ce rapport est désormais une obligation pour toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, qu'elles soient cotées ou non. Alors, il n'est plus élaboré par le président, mais par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance,
et il devra être présenté lors de l'approbation annuelle des comptes aux actionnaires. Alors en pratique, ce nouveau rapport est un rapport autonome, joint au rapport de gestion, mais les sociétés anonymes à conseil d'administration ont la possibilité d'insérer toutes ces mentions dans une section spécifique du rapport de gestion. La plupart des grandes entreprises vont devoir aussi produire l'an prochain une déclaration de performance extra-financière. Cette déclaration remplace l'information RSE, c'est ça? C'est à peu près ça. Alors jusqu'à présent, les sociétés anonymes cotées et puis les SA non cotées qui excédaient certains seuils, je vous les cite, 100 millions d'euros pour le total de leur bilan ou de leur chiffre d'affaires net et 500 salariés, étaient tenus de fournir un certain nombre d'informations sur la responsabilité sociale et environnementale dans leur rapport de gestion. Ces règles s'appliquaient également aux sociétés en commandite par action. À compter du 1er septembre, enfin, pour les exercices ouverts, à compter du 1er septembre 2017, cette information dite RSE est remplacée par cette déclaration de performance extra-financière qui va rester insérée dans le rapport de gestion. Alors pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, la déclaration devra être fournie pour la première fois dans le rapport de gestion 2019, donc relatif à l'exercice 2018. Sont visées ici les entreprises importantes. Oui, les très grosses SA, les SCA, et puis maintenant, désormais, certaines sociétés en non collectif, qui dépassent en fait toujours les mêmes seuils, à savoir 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le chiffre d'affaires net et 500 salariés. Alors ce dispositif ne concerne pas les SARL ni les SAS. Il concerne en revanche certaines entreprises de certains secteurs sous certaines conditions, des entreprises telles que les entreprises d'assurance, de crédit, de réassurance, voilà, et encore les groupes. Et est-ce que le contenu de la nouvelle déclaration change beaucoup par rapport à l'information RSE ancienne? En fait, la déclaration reprend pour l'essentiel ces informations RSE qui figuraient dans le rapport de gestion. Elle comporte donc des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Mais désormais, elle doit y préciser aussi, notamment, une description des principaux risques qui sont liés à son activité et des politiques de prévention et d'identification de ces risques. Alors, les données concernent l'exercice clos et éventuellement l'exercice précédent pour permettre une comparaison de ces données et avoir donc une meilleure information, un meilleur recul. L'objectif des sociétés, c'est d'informer au mieux les actionnaires, je suppose? Oui, tout à fait, et pas uniquement les actionnaires, puisque le public doit être également informé. La société devra publier sur son site internet cette déclaration 8 mois, dans un délai de 8 mois maximum après la clôture de l'exercice et pendant une durée de 5 ans. Et est-ce que le législateur a prévu un contrôle de l'information? Oui, alors il y a un contrôle à deux niveaux. Le premier, eh c'est le commissaire aux comptes qui va l'exercer dans le cadre de sa mission de certification des comptes. Et il va certifier juste la présence en fait, de la déclaration de performance dans le rapport de gestion. Il y a un deuxième niveau de contrôle, c'est un organisme tiers indépendant qui va être désigné par le directeur général ou le président du directoire et qui lui a pour mission de vérifier cette fois la sincérité des informations et la concordance avec les comptes qui figurent dans cette déclaration. Alors cet organisme peut être le commissaire aux comptes s'il est agréé. Et puis donc cet organisme, à la suite de sa vérification, va émettre un avis et cet avis va être transmis aux actionnaires lors de l'Assemblée générale en même temps que le rapport de gestion. D'accord. Et si pour une raison ou une autre, l'entreprise n'élaborait pas cette déclaration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si elle fait il y a un risque? Oui, si elle fait ce petit oubli, eh bien, elle risque en fait de se voir rappeler à l'ordre par tout intéressé qui peut saisir le tribunal. Il saisira le président du tribunal en référé pour enjoindre le conseil d'administration ou le directoire de communiquer ces informations devant être mentionnées dans la déclaration. Très bien. Alors, autre nouvelle obligation, les sociétés doivent déclarer au tribunal de commerce les noms des personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs de la société. Oui, alors dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les sociétés non cotées, quelle que soit leur forme juridique, doivent déclarer leur bénéficiaire effectif. Et qu'est-ce qu'on appelle exactement un bénéficiaire effectif? Alors le bénéficiaire effectif, c'est là où les personnes physiques qui détiennent
directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, ou exercent par un autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés. Et à quel moment la société doit-elle effectuer cette déclaration ? Alors pour les sociétés créées depuis le 1er août 2017, le document doit être déposé au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours du dépôt, de la délivrance du récépissé de dépôt de création de l'entreprise. Pour les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017, eh bien, il doit être déposé au plus tard le 1er avril 2018 et il devra y avoir des mises à jour régulières, enfin en tout cas dans les 30 jours, suivant tout acte ou fait qui rend nécessaire une rectification ou un complément d'information. Le registre des bénéficiaires effectifs, lui, n'est pas public. Donc, qui a accès à ce registre ? Alors, ont accès à ce registre un certain nombre d'autorités. Je vous en cite quelques-unes. Les autorités judiciaires, bien sûr, l'autorité des marchés financiers, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le comité de lutte anti-blanchiment de l'Ordre des experts comptables, ou encore l'administration fiscale, et il y en a d'autres. Alors, les commissaires aux comptes et les experts comptables, qui sont assujettis aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, peuvent également consulter ce registre dans ce cadre, bien sûr. Très bien, merci pour cette précision. Pour terminer, nous attirons l'attention de nos abonnés sur une loi du 27 mars 2017. Les réformes n'étant pas toujours à la simplification, cette loi impose une nouvelle obligation aux grandes sociétés anonymes, qui est de mettre en œuvre un plan de vigilance au titre de l'activité de leur groupe. Oui, alors cette obligation s'applique aux très grandes sociétés anonymes et aux très grandes sociétés en commandite par action, c'est-à-dire celles qui emploient à la clôture de 2 exercices consécutifs au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leur filiale, ou alors 10 000 salariés en leur sein et dans leur filiale au niveau monde. Alors les filiales et les sociétés contrôlées qui dépasseraient ces seuils ne sont pas soumises à cette obligation lorsque la société qui les contrôle les inclut dans son plan de vigilance. Et puis il y a un point à noter, c'est que les sociétés par action simplifiée sont exemptées de ce dispositif. Sur quoi exactement ces sociétés devront-elles être vigilantes ? Alors l'objectif pour ces sociétés, c'est d'identifier les risques relatifs à la santé et à la sécurité de leurs salariés et de prévenir les atteintes graves. L'activité des sous-traitants et des fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie doit aussi être prise en compte. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et ça prend effet à partir de quand ? Eh bien, le plan de vigilance devra apparaître dans le rapport de gestion des exercices clos après le 28 mars 2017, c'est-à-dire lors d'une assemblée générale qui se tiendra à la fin dernier trimestre 2018. Merci Sylvie pour ce tour d'horizon de l'actualité du droit des sociétés. À bientôt. À bientôt. C'est à présent au tour de Thierry Court, chef de rubrique TVA, de me rejoindre sur le plateau. Bonjour Thierry. Bonjour Marianne. Je suis ravie de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur notre nouveau plateau. Et moi pareil. Le plaisir est partagé. Ah bah alors on y va. Alors Thierry, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des logiciels et systèmes de caisse sécurisés. Alors pour rappel, il s'agit d'une mesure qui a été instituée par la loi de finances pour 2016, mais qui, à en lire vos publications, a fait l'actualité de l'été dernier et de cet automne, puisqu'une mesure d'ajustement de ce dispositif figure dans le projet de loi de finances pour 2018. Tout à fait, Marianne, je vois que vous êtes toujours aussi bien informée. Et juste un petit rappel historique pour contextualiser le dispositif. Comme vous l'avez justement rappelé, il s'agit d'une mesure qui a été instituée par la loi de finances pour 2016, qui visait initialement à sécuriser les logiciels et les systèmes de caisse, de comptabilité et de gestion en raison de la détection par l'administration fiscale de logiciels frauduleux qui consistent à occulter une partie des recettes encaissées en espèces. Donc ainsi, à l'origine, ce dispositif de lutte contre la fraude à la TVA visait les logiciels de caisse et de comptabilité et de gestion. Thierry, je suppose que ce dispositif a fait l'objet d'aménagements et que son champ d'application a été modifié, puisque vous indiquez que, à l'origine, il visait les logiciels et systèmes de caisse de comptabilité et de gestion. En effet, le 15 juin 2017, le ministre de l'Action et des Comptes publics a décidé de simplifier ce dispositif et de réduire son champ d'application.
Ainsi, seuls les logiciels et systèmes de caisse principaux vecteurs de fraude à la TVA seront en définitive concernés par les mesures de sécurisation. Cette mesure de simplification, donc qui modifie la loi de finances pour 2016, donc elle ne pouvait être modifiée que par une loi, donc cette mesure de simplification a été reprise, enfin est intégrée dans le projet de loi de finances pour 2018, à l'article, plus précisément à l'article 46, qui indique qu'à compter du 1er janvier 2018, tout assujetti à la TVA serait tenu, alors là j'emploie le conditionnel parce qu'on est encore au niveau du projet, mais serait tenu d'utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale. Ce système de sécurisation serait attesté soit par un certificat délivré par un organisme accrédité ou éventuellement une attestation qui serait, elle, délivrée par l'éditeur du logiciel. Alors bien sûr, ce n'est qu'un projet, mais il est fort probable qu'il soit adopté en l'état ou très peu amendé, puisque en fait tout le monde est d'accord sur le dispositif. Reste à voir ce que vont donner les débats parlementaires qui s'ouvrent aujourd'hui même. Très bien. Alors j'ai bien compris que son champ d'application a été restreint pour ne plus concerner que les logiciels et systèmes de caisse, et non plus donc les logiciels de comptabilité de gestion, qui se trouvent par conséquent écartés du dispositif de contrôle de l'administration. Alors, qui serait concerné par cette obligation de tenir des systèmes de caisse sécurisés? Alors, selon l'article 46 donc, du projet de loi de finances pour 2018, cette obligation s'appliquerait aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation et qui enregistrent leurs opérations au moyen d'un logiciel, d'un système de caisse. Les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA ou qui réalisent des opérations exonérées ne seraient pas concernés par ce dispositif de sécurisation. Ça, c'est une nouveauté du projet de loi de finances pour 2018. Ensuite, ne seraient pas non plus concernés par ce dispositif les opérations réalisées entre assujettis à la TVA, c'est les opérations en B2B, puisque par définition, pour ces opérations-là, les opérateurs sont tenus de facturer leurs opérations. C'est très clair, Thierry. Merci. Alors par ailleurs, j'ai lu votre feuillet hebdomadaire du 25 août dernier qui consacre un article à ce sujet des logiciels de caisse. Article dans lequel vous faites état d'une foire aux questions publiée par l'administration fiscale. Est-ce que vous pouvez nous donner les idées essentielles qui ressortent de ce document? Oui, effectivement, au mois d'août dernier, l'administration fiscale, suite aux interrogations et inquiétudes qu'avaient certains opérateurs et certains assujettis, l'administration fiscale a voulu un peu rassurer les entreprises et a publié une foire sur son site internet, impôt.gouv.fr, a publié une foire aux questions dans laquelle elle donne un certain nombre d'indications pratiques. Alors, on va ici les rappeler, et dans l'article, je l'ai indiqué, ce n'est qu'une foire aux questions, ce n'est pas une doctrine administrative, par conséquent, ce n'est pas opposable à l'administration, et bien sûr, le contribuable ne peut pas s'en prévaloir. Mais il reste que ce sont des indications pratiques qui peuvent tout à fait être utiles. Alors, que nous dit ce document? Alors, très brièvement résumé, les entreprises n'ont aucune obligation d'acquérir des logiciels de caisse, c'est-à-dire que si elles ne sont pas équipées, elles ne sont pas tenues de s'équiper. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la fonctionnalité de caisse constitue un élément essentiel pour être tenu à sécurisation. Les systèmes de pesage également peuvent être concernés par ce dispositif, mais à condition qu'ils aient une fonction de mémorisation des encaissements. Les sociétés du e-commerce pourraient être visées également, mais là aussi à condition qu'elles aient des encaisses en espèces et qu'elles aient un système d'encaissement. Les logiciels ou les systèmes de caisse doivent respecter 4 critères, donc ça c'est défini par la loi, ça a été repris, enfin c'est déjà dans la loi, mais bien
bien sûr ça va être repris, 4 critères de sécurisation, l'inaltérabilité des données, leur sécurisation, leur conservation et leur archivage. On peut aussi préciser que le respect de ces conditions peut être établi soit par la présentation, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, d'une attestation délivrée donc par un organisme qui serait accrédité par l'administration fiscale et, ou un certificat qui serait délivré par l'éditeur. Ça ne change pas, c'était déjà dans le dispositif prévu dans la loi de finances pour 2016. Alors bien sûr, hein, dans cet article, on rentre plus dans le détail de ces mesures-là. J'invite nos lecteurs et nos téléspectateurs à se reporter à cet article pour plus de détails. Excellent conseil, Thierry. Alors, j'ai bien compris que les entreprises sont dans l'obligation de détenir des logiciels de caisse sécurisés, mais comment on peut s'en assurer, d'une part, et puis d'autre part, quelles sont les conséquences du non-respect de cette obligation? Alors, les entreprises sont tenues qui sont tenues donc de posséder des logiciels de caisse sécurisés sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle inopiné de la part de l'administration fiscale, le contrôle inopiné, c'est-à-dire que l'administration peut débarquer dans l'entreprise sans avertir au préalable le contribuable. Hein, donc, aux fins de présentation de l'attestation ou du certificat dont je vous parlais tout à l'heure, attestation ou certificat qui atteste que le logiciel est bien sécurisé. Hein. Donc, en outre, le défaut de présentation de cette attestation rend le contribuable passible d'une amende de 7 500 € par unité de saisie. Et enfin, lorsqu'il est fait application de cette amende, le redevable a 60 jours pour régulariser sa situation. Merci Thierry. Comme toujours, c'est tout à fait clair. Alors, toute autre chose maintenant, j'ai lu également dans vos publications que le juge communautaire vient de rendre 3 décisions d'une grande importance pour les groupements de moyens qui exercent dans le secteur des activités bancaires, financières et des assurances. Ces groupements de moyens ne pourraient plus bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261B du Code général des impôts. C'est bien ça? Oui. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, tout à fait, Marianne. La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre 3 décisions importantes le 21 septembre 2017. Donc, c'était des affaires pendantes devant la Cour de justice, hein, suite soit des recours préjudiciels, soit des recours en manquement effectués par la Commission devant contre l'État du Luxembourg et contre l'Allemagne. Alors, selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 261B du Code général des impôts, qui reprend les éléments bien sûr de la directive 2006-112 CE, eh bien cet article 261B serait contraire donc, au droit de l'Union et l'exonération donc ne serait plus possible pour les membres qui exercent des activités, ne serait possible que pour les membres qui exercent des activités d'intérêt général, c'est-à-dire par exemple des activités liées à l'aide sociale, des activités d'enseignement, des activités dans le secteur de la santé. En revanche, seraient exclus donc, de l'exonération les groupements de moyens, ce que l'on appelle les GPA, les groupements de personnes autonomes, qui exercent des activités dans le secteur de la banque, de la finance et des assurances. D'accord, mais en quoi ces décisions de la Cour de justice revêtent-elles une grande importance? Alors, ces décisions sont d'une extrême importance parce que ce sont des montages juridiques qui sont très fréquents, qui sont utilisés par les entreprises, notamment dans ces secteurs que je viens de nommer. Et cette décision, bien sûr, remet en cause les montages juridiques déjà en place et bien sûr l'exonération parce que dans ce moment-là, il y aurait des frottements en matière de TVA qui pourraient pénaliser, puisqu'elle serait redevable de la TVA, qui pourraient pénaliser ces groupements qui rendent des services à leurs membres. Ce sont des prestations de services. Mais la Cour de justice, consciente des conséquences que peuvent engendrer ces décisions, a précisé de façon très claire dans son dispositif que ces décisions ne pourraient, en tout état de cause, ne pas avoir d'effet rétroactif. Et que peuvent faire les entreprises ? Alors, donc, en l'état actuel du droit, effectivement, en France, ce sont des groupements qui sont excessivement utilisés. La parade qui pourrait être mise en place au niveau donc, de la France, c'est créer des groupes TVA au sens de l'article 11 de la directive européenne. Très bien.
Merci Thierry pour toutes ces informations. Et à bientôt, restez pas un an sans venir nous voir. Mais sans problème, je reviendrai très vite. Merci. J'accueille pour terminer Marie-Christine Martini, directrice de la rédaction fiscale. Elle nous propose une synthèse des récentes décisions rendues par la jurisprudence en matière d'imputation des retenues à la source sur les dividendes pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Alors avant de voir comment imputer ces retenues à la source, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel cas elles sont prélevées ? Alors, on va d'abord se placer du côté de la société résidente de France qui distribue des dividendes à des personnes qui n'ont pas leur domicile ou leur résidence en France. Alors, la société française distributrice doit dans ce cas prélever une retenue à la source au taux de 21 ou 30%, mais ces taux peuvent être réduits, voire même annulés par les conventions fiscales internationales. La retenue à la source peut aussi bénéficier d'une exonération lorsque la société non résidente a la qualité de société mère de la société française avec une participation de 10% au moins. Donc, pour la société non résidente qui perçoit les dividendes, et dans les cas où ceux-ci sont compris dans son résultat fiscal, eh bien, la plupart des conventions fiscales internationales permettent à cette société d'imputer le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source sur l'impôt qu'elle paie. Et en fait, on élimine ainsi la double imposition. D'accord. Et j'imagine qu'on a une situation en miroir si on se place du côté de la société résidente française qui perçoit les dividendes d'une société non résidente. Exactement. Une retenue à la source est prélevée dans l'état de la source. La société française, à partir du moment où elle ne bénéficie pas de l'exonération dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, comprend ses dividendes dans son résultat fiscal pour leur montant brut. Elle calcule un impôt sur ces dividendes et puis elle impute sur son impôt sur les sociétés la retenue à la source qui a été prélevée à l'étranger et elle aussi élimine ainsi la double imposition. Merci Marie-Christine pour ce rappel des principes. Pour les sociétés soumises à l'IS, est-ce que cette imputation de la retenue à la source est sans limite ? Eh bien non, il y a une limite et cette limite est fixée par l'article 220, premièrement, du Code général des impôts. Alors je cite cet article, « La retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de capitaux mobiliers perçus par une société est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge. » Voilà, c'est tout. Cet article ne dit pas autre chose. Il s'applique également aux revenus de source étrangère. Alors maintenant, c'est le Conseil d'État qui a interprété cet article. Alors premier point, il a précisé que l'imputation s'opère sur l'impôt sur les sociétés français sans qu'il y ait lieu de distinguer si cet impôt est calculé au taux normal, 33,1%, ou au taux réduit. C'est un revirement de jurisprudence. En 2012, le Conseil d'État avait considéré qu'on ne pouvait pas imputer les crédits d'impôt d'origine étrangère sur l'impôt calculé au taux réduit des plus-values à long terme. Et l'administration fiscale, dans sa doctrine, s'était calée sur cette interprétation. Mais aujourd'hui, donc, avec la nouvelle jurisprudence, ça ouvre aux entreprises le droit de présenter une réclamation et d'obtenir éventuellement une restitution de crédit d'impôt qu'elles n'auraient pas imputé. Deuxième limitation, si je peux dire, la déduction de la retenue à la source ne peut être opérée que sur l'impôt à la charge du bénéficiaire des revenus. Autrement dit, pas d'impôt, pas d'imputation. Troisième point, enfin, la déduction ne peut excéder l'impôt correspondant au montant des revenus. D'accord. Et si la société qui reçoit les dividendes ne paie pas d'impôt, lorsque par exemple elle est en situation déficitaire, est-ce qu'elle peut reporter ou se faire rembourser le crédit d'impôt né de la retenue à la source ? Bien non, c'est l'interprétation qu'en fait le Conseil d'État. Il considère que lorsque la société qui perçoit les dividendes est déficitaire ou trop faiblement imposée pour pouvoir imputer la retenue à la source, eh bien, l'article 220 que je vous ai cité ne prévoit pas de possibilité de reporter en avant le crédit d'impôt qui est né de cette retenue à la source, donc qui a été pratiquée à l'étranger. Donc, en pratique, le droit d'imputer la retenue à la source n'est réservé qu'aux contribuables qui sont en situation de payer l'impôt au moment où la retenue à la source a été faite. Les contribuables ne peuvent pas reporter, mais ils ne peuvent pas non plus obtenir le remboursement des sommes correspondantes. Autrement dit, le crédit d'impôt n'est pas une créance restituable. Alors, il y a des contribuables qui ont considéré qu'une société déficitaire était plus durement traitée qu'une société dont les bénéfices sont suffisamment importants pour pouvoir imputer le crédit d'impôt et ils ont donc soulevé l'inconstitutionnalité de l'article 220 du Code général des impôts.
Quel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel? Eh bien, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs qui sont soulevés par les sociétés requérantes. Il a considéré que la retenue à la source non imputée ne méconnaissait ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni le principe d'égalité devant la loi, ni le droit de propriété. Tout simplement. Voilà. Dans l'hypothèse où le crédit d'impôt ne peut pas être imputé par une société déficitaire, celle-ci peut-elle déduire au titre de ses charges les retenues à la source étrangère? Eh bien là, il faut aller en pratique se référer à la convention fiscale et on va distinguer 3 situations. La première situation, simple, pas de déduction si la convention fiscale l'exclut expressément. Deuxième situation, simple également, déduction possible si on n'a pas de convention ou en présence d'une convention qui ne comporte aucune disposition. Et puis il y a un cas un petit peu plus subtil où la convention contient une disposition mais pas aussi tranchée. Et c'est le cas de la convention par exemple conclue avec la Nouvelle-Zélande ou avec la Chine dans sa rédaction au 30 mai 1984. Alors ces conventions, ce type de convention indique que les revenus sont imposables en France pour leur montant brut tout en accordant un crédit d'impôt correspondant pour les revenus pour l'impôt prélevé à l'étranger. Eh bien, pour le juge, ce type de convention n'exclut pas qu'une société résidente de France puisse déduire de son bénéfice imposable la retenue à la source. Dans le cas particulier, c'était des redevances, notamment dans le cas où cette société ne peut pas imputer le crédit d'impôt conventionnel en raison de sa situation déficitaire. Très bien. Alors, dernière situation à évoquer, c'est le cas d'une retenue à la source effectuée sur les dividendes payés à une société non résidente déficitaire. Récemment, des sociétés belges déficitaires ont demandé à la France la restitution des retenues à la source sur le fondement du droit communautaire. Quelle a été la décision du juge français? Alors, je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui parce que le juge français ne s'est pas prononcé. Il a renvoyé l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc là, on change en fait de base juridique, si je peux dire. Jusqu'à présent, on parlait d'inconstitutionnalité. Maintenant, on va sur le plan du droit européen. Et alors, quels sont les arguments avancés par les sociétés non résidentes pour obtenir cette restitution des retenues à la source? Alors, ils ont fait valoir que les dividendes qui ne bénéficient pas du régime société mère et filiale, donc qui ne sont pas exonérés, ils sont compris dans le résultat fiscal de la société. Si ce résultat fiscal est déficitaire, eh bien, ce déficit est diminué d'autant. Donc, lorsque le résultat de cette société redevient ensuite bénéficiaire et que cette société impute sur ce bénéfice les déficits antérieurs, eh bien, en fait, cette imputation donc, est réduite. Donc, ce qui revient en fait à imposer les dividendes au titre d'un exercice ultérieur. Donc, les sociétés requérantes considèrent qu'il y a un décalage dans le temps entre la perception des impôts suivant que la distribution bénéficie à une société résidente ou à une société non résidente. Lorsque la distribution bénéficie à une société non résidente, l'impôt est prélevé tout de suite, via la retenue à la source. Quand la distribution est faite au bénéfice d'une société résidente, l'impôt n'est prélevé qu'au moment où celle-ci redevient bénéficiaire. Et pour les sociétés belges, eh bien, ce décalage est contraire au principe de liberté de circulation des capitaux. Voilà, donc on attendra la réponse de la CJUE et puis après, eh bien, je crois qu'on aurait épuisé le sujet de l'imputation des retenues à la source. Merci Marie-Christine pour vos explications et puis à bientôt. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve le mois prochain, toujours en compagnie des experts du groupe Revue Fiduciaire, bien sûr.